Est-ce que, voilà, il y a un petit temps quand même pour les échanges. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, une expérience à partager? Bonjour. Oula. De mon côté, je m'appelle Arnaud Thibaudot. Il y a 2 ans, j'ai fait un certificat de design en permaculture, justement. Pierre t'en a parlé, je crois, de la permaculture. Et pour moi, la biodiversité, justement, c'est la permaculture. Après, pourquoi? Parce que j'ai lu beaucoup de livres, parce que j'ai été formé par quelqu'un qui est un formateur international et qui lui essaie d'apprendre en fait ce qui manque la plupart pour lui dire l'humanité, c'est les liens qui font que tous on se retrouve au supermarché à dépenser l'argent que tu dis qu'on dépense tous ensemble, donc on contribue tous à cette mauvaise biodiversité. Et est-ce que donc tous, vous avez connaissance des pratiques de permaculture, notamment, que ce soit sur le terrain, que ce soit de la permaculture humaine, notamment, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé? Parce que niveau biodiversité, c'est la raison pour laquelle moi je suis venu, pour savoir si la définition que vous aviez était la même que la mienne. Voilà, c'est tout. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre ou... Peut-être, enfin moi pour essayer de répondre très rapidement, voilà, enfin nous à l'agence, enfin quand on parle de biodiversité, je pense qu'il y a aussi plein de définitions. Nous, en gros, la définition qu'on utilise, c'est voilà, c'est l'ensemble des êtres vivants, c'est la diversité biologique, donc c'est le vivant, et c'est toutes les interactions aussi. Surtout qu'il y a justement entre ces éléments, et je pense que c'est là le lien avec la permaculture, c'est de penser les interactions. Après, est-ce qu'on a vraiment la même définition, la même pratique des choses? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, nous, comment on aborde la question, quoi. La question des interactions, la question justement des interactions entre les espèces et ou dont l'homme. Voilà, comment l'homme se place dans tout ça. Voilà pour nous. En matière de propositions d'écologisation de nos sociétés, j'ai l'habitude, moi, de travailler sur 3 grandes modalités d'action. Une modalité d'action, c'est j'imagine un monde idéal et j'essaie de le diffuser. La permaculture, c'est typiquement un mode de culture du monde idéal. C'est pas la mienne, parce que voilà, moi, je travaille sur d'autres visions. Il y a une vision qui est je veux tout casser. Et une vision radicale, c'est-à-dire le système est pourri, je le fais, enfin le système est pourri. Le problème c'est l'argent, je fais péter le rapport à l'argent pour inventer autre chose. Tu vas avoir une vision plus radicale et plus de type révolutionnaire, quoi. Et puis après, tu as une troisième vision qui est une vision plus incrémentale, c'est-à-dire elle va se dire, bon, ben, l'agriculture, elle a tel et tel problème, l'idéal il est là, mais pour arriver à l'idéal, il y a quand même quelques étapes, et je vais essayer de travailler les étapes, et tu as en matière agricole les modèles qui se battent à ce niveau-là, ça va être agroécologie, écologisation. Moi, la permaculture, si tu veux, c'est comme ça que je la vois, c'est celle d'un monde idéal qui est très bien, mais qui est encore loin, quoi. Quand on connaît par exemple Masanobu Fukuoka, c'est quelqu'un à qui on a demandé de voyager dans le monde pour créer des boulettes d'argile mélangées avec aussi bien la même chose on soigne les humains avec les mêmes plantes que lui détermine comment faire des boulettes d'argile afin de repeupler, afin de ressemer des déserts. Il a été invité en Californie, il a été invité, je crois, en Afrique aussi. Et en Somalie, voilà, c'est ça. Et en fait, il faisait ces techniques, il les mettait en œuvre avec des enfants, avec beaucoup de gens. Et en fait, la biodiversité, c'est semer des graines. C'est la bonne base pour tout le monde. La Terre, elle était là avant que l'humain soit là. Et quand on vérifie justement tout ce qu'on peut apprendre, sans forcément d'ailleurs passer que par l'éducation nationale, ou par la culture que nous, on se fait, la permaculture, de ce côté, c'est l'avantage de faire confiance à l'homme pour lui faire comme il disait tout à l'heure, par rapport aux artisans, aux gens qui travaillent donc la terre, qui travaillent aussi bien les métiers. Ça, c'est de la culture. Donc, c'est la manière d'être sans arrêt en train de la diffuser et de la faire interagir. La biodiversité, dans les jardins, dans un bon jardin, en permaculture, on explique que ce qui fait que ça fonctionne tout seul et que ça marche bien, c'est parce qu'il y a une interaction, d'ailleurs qu'on ne connaît que très peu, puisque finalement, on s'y est rarement intéressé, on a fait plus de la monoculture. Et à la fin, cette biodiversité, Fukuoka, il expliquait que c'était la simple chose qu'on a à faire pour la biodiversité, c'est de semer des graines. Et je pense qu'au niveau conscience, que ce soit de semer une graine comme il le fait en tant qu'artiste d'un côté, pour que les gens prennent conscience que nous sommes des acteurs au jour le jour
de la consommation qui crée effectivement des problèmes de santé liés à la nature et au temps qui change. La permaculture a des réponses à tous les niveaux. Et lui, je pense qu'il a plein de copains permaculteurs qui le font, mais on transmet aussi pendant ces CDP le fait qu'il ne faut pas se rattacher forcément à essayer de l'intégrer dans le système actuel où nous sommes. Effectivement, il vaut mieux casser le côté économique et se dire qu'on va vivre en faisant du biomimétisme, en copiant la nature et en vivant avec elle. Oui, mais c'est comme open source, c'est pareil. Pour l'autre question que tu as posée, où tu demandais quelle était la vision de la biodiversité, voir si on avait la même que la tienne, personnellement, moi, j'ai une vision de la biodiversité qui va assez loin. Je l'applique un peu à tout. Je ne devrais pas. Je sais que c'est pas une bonne idée. Mais il y a au moins quelque chose qui me choque un peu aujourd'hui. C'est qu'il n'y a plus de... Comme il n'y a plus de biodiversité, pas seulement, enfin, elle s'atténue effectivement au niveau des plantes, au niveau des espèces, etc., mais aussi en termes de comportement humain, je dirais. C'est-à-dire qu'on a des systèmes, il me semble qu'on vit dans un monde où on a des systèmes d'évaluation qui sont de très bons filtres passe-bas, comme on appelle, c'est-à-dire qu'on va éliminer a priori tous les comportements qui ne remplissent pas le job. Voilà, qui ne remplissent pas le tableau Excel, si vous voulez. Et on va éliminer comme ça, effectivement, les moins efficaces. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que exactement comme quand on coupe les haies, on va éliminer les moins efficaces, mais en même temps, on élimine ceux qui ont la solution pour le futur. Tous les systèmes, à mon avis, sont des systèmes vivants, même les systèmes langagiers. Une langue qui arrête d'inventer des mots, qui se crispe sur un dictionnaire, va mourir. On le sait, on est tout le temps obligé de faire évoluer tous les systèmes vivants. Et bien là, en termes d'évaluation, mais partout, hein, même à l'université, partout, on a quand même maintenant, toute notre société, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, il me semble, a des systèmes d'évaluation qui ont l'air très très bien, mais qui sont des illusions et qui éliminent trop tout ce qui sort du cadre et qui donc éliminent les plus mauvais, mais aussi ceux qui nous permettront de changer le monde, voilà, et de répondre à nos défis. Du coup, ça me fait penser aussi à une projection d'élèves qu'on a emmenés au cinéma voir Demain, le film avec Mélanie Laurent, etc. Et des élèves qui étaient bien sûr agréablement surpris, qui découvraient pour certains des possibilités autres, effectivement. Et très vite, dans le débat, il y avait un sociologue qui était là, un scientifique. Et très vite, dans le débat, est arrivée l'idée que... c'était pas la permaculture, hein, mais on voit Rabi avec les colibris à un moment donné. Voilà, à l'idée que, oui, au niveau individuel, oui, à l'échelon peut-être d'un village, mais comment transposer ça au niveau planétaire? Et on revenait justement dans une discussion éducation-développement durable avec intégration de la vision économique, du système dans lequel on vit actuellement, qui fait qu'à un moment donné, les monocultures ont été choisies. C'est pas pour rien. Il y a eu des raisons politiques. Je sors un peu du cadre de mon rôle là, mais oui, et financière aussi. Alors politique, économique, sociale, et donc le financier dans tout ça. Et donc les élèves se posaient vraiment des questions. C'est moi qui lui ai soufflé social. Je ne sais pas si on part sur ce débat-là. Après, non, enfin, on va surtout essayer de permettre à d'autres personnes de poser des questions et d'y répondre très rapidement. Et puis de toute façon, on aura le temps après de poursuivre les échanges et ce type de débat pendant l'apéritif. Ce sera plus convivial. Bon, moi, j'avais une question. Pardon. J'avais une question par rapport à mon ressenti par rapport à la présentation de la nature et de la culture que vous avez faite, mais qui est souvent faite, c'est de faire croire, même quand on nous apprend par exemple les notions de climax, etc., que la nature reste toujours au même niveau. Alors, je pense que la nature est en permanence en déséquilibre, elle n'est jamais figée, quoi, cette nature. Et souvent la représentation qu'on en fait, c'est que nous, à l'époque, à Couchy Forestier, on nous apprenait la notion de climax. Mais le climax, en fait, c'était quelque part un équilibre qui se déséquilibre, ou une tendance. Mais la nature n'est jamais figée.
je regardais il n'y a pas longtemps un travail de M. Métellier, un chercheur du CNRS, qui montrait, et ça va à contresens de ce qu'on croit, des paysages montagnards où il y a 60 ou 80 ans, il y avait des arbres, aujourd'hui il n'y en a plus, alors qu'on croit plutôt le contraire, hein, dans l'imaginaire par rapport à la défense de la nature. Et après, je voulais quand même dire quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. Il y a aujourd'hui, et c'est M. de Sartre qui m'a fait penser à Francis Allais, que je connais un petit peu, il y a des systèmes, toute l'humanité ne fonctionne pas pour faire de l'argent en détruisant la nature. Il y a des hommes qui ont su, alors ils citent notamment des paysans indonésiens dans les systèmes d'agroforêt, qui ont des systèmes qu'on a retrouvés depuis le XIIe siècle. On sait que le système est géré, etc., par les hommes, sûrement de manière orale, etc. Et je voudrais dire qu'on parle de permaculture ou colibri, etc. Il y a aujourd'hui plus d'1 milliard de gens sur Terre qui vivent des agroforêts, donc qui ont le mérite souvent de garder ce qui est essentiel avant la semence, c'est de conserver les sols, donc, et la ressource en eau. Donc voilà, je voudrais citer ces hommes dont on ne parle jamais. Ouais, juste si je peux prendre la parole, je tenais à préciser que dans les programmes de l'éducation nationale, on voit vraiment les notions d'écosystème et de biodiversité comme dynamiques. D'ailleurs, j'ai en tête un chapitre de seconde biodiversité comme résultat et étape de l'évolution. Et à la fois, donc, on est le fruit d'une histoire, on est le fruit d'une évolution passée. On vit dans le temps présent à l'instant T, mais on sait aussi que l'évolution va se poursuivre dans le futur. Alors, ce que vous abordez là comme problématique de la nature figée, elle est plus, à mon avis, temporelle. C'est un problème d'échelle temporelle. Le fait que voilà, cette évolution se fait sur des milliers, millions, milliards d'années, et que voilà, le temps humain, il est en moyenne 80 ans, et qu'à notre échelle d'humain, c'est plus difficile de voir les évolutions, même si malheureusement maintenant, on les voit bien avec l'œuvre de l'homme. Voilà, oui, c'est le truc que j'ai oublié de dire, c'est justement par rapport à la notion que vous n'avez pas sympathisé de tout ce sont les invasions, que ce soit animales ou végétales, on observe la nature même très très vite, ce qui fait que même il y a des hommes, si on va sur le bassin d'Arcachon aujourd'hui, le baccaris pour beaucoup de gens fait partie de ce milieu naturel, il n'est pas vécu comme une plante invasive. Donc ça va très très vite, et, voilà, et ça je trouve qu'on ne l'aborde pas assez. Après on peut faire, comme l'a fait je crois Gilles Clément, il a fait un livre sur l'éloge des vagabondes, en rappelant en effet qu'un certain nombre de nos légumes que nous mangeons et fruits viennent d'ailleurs. Donc je ne sais pas, mais voilà, il y a quelque chose, je trouve, à expliquer aux gens que c'est dynamique et c'est encore plus vite aujourd'hui que dans les systèmes classiques d'évolution des milieux. Je vous propose de clôturer du coup. Oui, je vous laisse dire un mot. Alors, à l'intention de tout un chacun, donc parmi les actions qui ont été envisagées par le Conseil de développement, il y a un portail qui s'appelle Portail Patrimoine naturel du Pays Basque. Donc vous faites ça dans un moteur de recherche quelconque. Vous utilisez un navigateur open source, s'il vous plaît, hein. Fondation Mozilla. Ensuite, toute une série de documents sont disponibles aussi, à la fois sur le portail du patrimoine naturel du Pays Basque, mais aussi sur le site louraldea.net, qui est celui du Conseil de développement et de l'ex-Conseil des élus. Donc vous y trouverez tous les documents concernant les ateliers qui ont été tenus, des comptes rendus, ainsi que l'avis qui a été pris par le Conseil de développement le 4 mai, et la présentation des actions qui sont actuellement prévues. Voilà, on en est au stade aujourd'hui où on a un certain nombre d'actions. On n'a pas eu le temps de les détailler aujourd'hui, mais par exemple, il y a 8 pistes d'action qui concernent l'axe nature et culture, ou patrimoine naturel et patrimoine culturel, et que ces actions donc doivent être priorisées. On doit faire un choix parmi ces actions, et il faut aussi qu'on trouve des porteurs de projets, qu'on trouve probablement aussi des budgets qui permettent de les mettre en œuvre. Donc vous êtes invités à consulter tout ça et peut-être à écouter Caroline Phillips. Non, mais je pensais que tu allais dire que vous êtes invités donc à sortir votre chéquier, puisque tu disais juste avant qu'il fallait de l'argent pour tout ça. Bon, Milesker iturrik dener, gauan, eta badakigu galdera batzuk bon, gelditzen dira, baina gero
possible da hitz egiteko dena elgarrikin. Donc je suis désolée donc, de couper l'élan de certaines questions, mais nous avons un spectacle, ça commence à vous faire tard, et nous avons des artistes donc, qui attendent. Comme vous avez pu comprendre, la culture et le patrimoine naturel, ce sont des sujets qui sont très importants pour le Conseil de développement. Nous sommes, comme il disait Olivier Clément, fortement engagés dans la nature. Cette année, c'est la première fois que le Conseil de développement rend un avis aussi conséquent et qui va continuer donc, avec la biodiversité. Nous aurons le plaisir d'avoir quelques jeunes artistes. Donc, Itchara Borda, que nous aurons le plaisir donc, d'entendre, Biotsak Chouar, donc en français Brûler mon cœur, donc, qui voilà, parle de l'environnement, de l'écologie, mais aussi voilà, des contradictions qu'il peut y avoir. Et elle sera accompagnée d'artistes, donc de musiciens, de chanteurs, Benyata Chiari, Jean-Christophe Irigoyen, et de Bruno Aguerre, donc qui est artiste, qui va faire un performance, comme on dit en anglais, une performance en direct, parce que je déteste dire live, donc en direct pour vous. Alors il m'a dit donc de vous souffler que ce ne sera pas figuratif, ce sera abstrait. Donc je vous propose de faire une petite pause de 10 minutes, courte, le temps de faire pipi. Et puis de revenir, s'il vous plaît, et après, nous aurons le plaisir de faire un petit cocktail tous ensemble. Mille esker, orain arte. Merci.